qui existe déjà, je pense, dans un certain nombre de pays, c'est la possibilité de programmation pluriannuelle des soutiens publics. Donc ça, c'est un point nécessaire, mais bon, qui n'est sans doute pas suffisant. Je pense qu'il y a la nécessité d'une sécurisation des systèmes, c'est-à-dire ne pas être menacé par des procès, par des redressements fiscaux auprès des utilisateurs, par exemple, etc. Bon, ce qui est une frayeur plutôt commune, bien qu'elle ne soit pas forcément fondée. Après, en termes de législation relative à la monnaie, à l'émission de monnaie, c'est une grande frayeur, c'est, je pense que toujours une grande frayeur avant, dans un pays donné, de démarrer des dispositifs. Puis on s'aperçoit qu'en fait, il y a des possibilités, plus ou moins sécurisées. C'est-à-dire on se coule dans les creux de la législation. Par exemple, on peut faire des billets qui ne reprennent pas les mentions légales qu'on trouve sur les billets de banque. Et on ne va pas appeler ça d'ailleurs des billets, plutôt des bons, des choses comme ça. Et donc il y a des manières de contourner le problème. C'est vrai que en termes de sécurisation, il vaudrait mieux avoir des règles précises, c'est-à-dire plutôt que se couler dans les creux de la législation, qu'il y ait une règle précise qui dise dans quelles conditions on peut émettre une monnaie locale. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore en France, ou sauf erreur de ma part, dans la plupart des pays où il existe ce type de dispositif. Le problème concernant la fiscalité, en fait, tient à la comptabilisation des revenus par les agents, enfin, donc les personnes qui font des échanges, les personnes physiques, ou alors les entreprises, les personnes morales en général. Donc la comptabilisation et donc la déclaration ensuite des revenus que l'on fait, etc. Et donc il n'y a pas de problème de nature quant à la fiscalité. Hein, c'est à chacun, en quelque sorte, entreprise ou autre, hein, de déclarer ce qu'il doit verser. Donc le problème, ce n'est pas un problème légal en termes de fiscalité. Je dirais que logiquement, il faut d'abord avoir un projet, et puis ensuite la question c'est comment on le fait, quels sont les outils pertinents pour le faire, et puis ensuite la question c'est quels sont les moyens nécessaires par rapport pour chacun de ces outils. La manière des CEL ou des LETS ou des banques de temps, c'est de partir de soldes individuels, donc chacun a des comptes qui sont à zéro. Et donc chaque échange va débiter et créditer simultanément deux comptes différents parmi les adhérents. Et là, la question est celle de savoir comment est-ce qu'on mobilise, comment est-ce qu'on mouvemente ces comptes. Ça peut être à la main sur des cahiers, à partir de bons. En France, on utilise 3 volets pour chaque échange, un pour chacun des partenaires de l'échange, et puis un qui va de manière centralisée, être utilisé pour débiter et créditer les comptes de chacun. Donc ça, c'est une technique très très simple. Une manière légèrement plus complexe de le faire, aujourd'hui c'est guère plus complexe, c'est d'utiliser des fichiers électroniques. Hein, donc on prend un tableur quelconque et on le fait. Et puis on peut compliquer encore la chose en faisant ça sur Internet, permettant d'enregistrer de manière décentralisée les échanges. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment intéressant, qui est possible, qui suppose un coût d'entrée au sens où il faut mettre en place l'outil. Il y a des outils qui existent déjà par ailleurs. Mais le côté intéressant de la chose, c'est que par la suite, ça peut être utilisé de manière très simple et sans mobiliser beaucoup de monde. Donc de ce point de vue, l'outil Internet permet de simplifier la gestion. Bon, il y a d'autres possibilités. Dans d'autres cas, on peut utiliser des cartes à puce. C'est le cas du sol. On peut aussi utiliser des billets ou des bons, qui ne sont pas des billets de banque. Quoique, hein, parce que la monnaie du Banco Palmas et autres au Brésil sont
sont des formes de billets qu'on pourrait presque dire de banques, à ceci près que ces banques sont des banques communautaires qui n'ont pas des statuts de banque à part entière. Bref, il peut y avoir une circulation sous forme de billets, et ces billets, dans certains cas, peuvent être transformés en comptes, justement, dans des comptes bancaires. Donc ça peut être tout à fait utilisé. Ça suppose un degré d'intégration dans le système économique beaucoup plus poussé que simplement faire circuler des bons dans une communauté. Dans le cas de l'Argentine, j'ai parlé tout à l'heure de l'extension formidable de ces dispositifs à la fin des années 90 et au début des années 2000, et puis un effondrement tout aussi rapide, voire plus. L'une des raisons de l'effondrement tenait à ce qu'il y a eu de la fausse monnaie. Et c'était rendu possible parce qu'il y avait des billets ou des bons circulants. Donc évidemment, à partir du moment où il y a de la monnaie qui circule sous forme de papier, ça ouvre la possibilité à la fausse monnaie. Et la possibilité est d'autant plus facilement exploitée que d'une part, il n'y a pas de protection sur les vrais bons, et d'autre part que cette monnaie est largement utilisée. Il n'y a aucun intérêt à faire de la fausse monnaie sur une monnaie locale si ça ne permet pas d'accéder à grand chose. Donc c'est effectivement la rançon du succès, ça. Ceci dit, un certain nombre de dispositifs ont imaginé des solutions pour éviter ce genre de risque, et qui consistent à introduire des éléments de sécurité sur les bons, qui sont donc pas seulement des choses photocopiées sur du papier normal. Il y a d'autres éléments de sécurité. Au niveau prospectif et du point de vue de l'extension possible de ces dispositifs, je pense que ça dépend des cas. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui ne peuvent pas croître en quantité. C'est-à-dire on ne cherche pas, ce serait stupide en fait de chercher à avoir des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes dans un même dispositif. Ça n'a pas de sens parce qu'ils recherchent des liens et des échanges de plus petite taille. C'est le cas typique des systèmes d'échange local par exemple. Donc le problème pour eux, ce n'est pas de connaître une extension de chacune des associations, c'est plutôt d'essaimer. C'est la question de l'essaimage. Et je pense que cette question de l'essaimage se pose dans la plupart des cas. Si on prend le cas des transition towns, donc des villes en transition qui établissent dans leur plan de descente énergétique une monnaie locale leur permettant de créer ou de favoriser la résilience du territoire, on comprend bien que ça n'a aucun sens de mettre 40 millions de personnes dans un dispositif identique. Le problème, c'est plutôt d'essaimer et donc d'avoir dans un espace pertinent autant de monnaies permettant de territorialiser, reterritorialiser un certain nombre d'activités. Il y a un second problème, disons, qui est celui d'atteindre une sorte de taille critique qui permette de fonctionner et de s'étendre de manière correcte. Et ça renvoie d'une part au coût de fonctionnement. Par exemple, la monnaie Sol a nécessité beaucoup d'argent pour être mise en œuvre, et donc on peut s'attendre à ce que ça concerne pas mal de gens. Et on peut s'attendre à ce que les financeurs s'attendent à ce que ça concerne pas mal de gens. Dans le cas contraire, ça serait un échec. Et donc il y a déjà un problème qui est celui d'atteindre une taille critique qui permette en fait aussi à chacun des utilisateurs d'avoir suffisamment de possibilités. Si j'ai une monnaie locale que je peux utiliser dans un seul magasin, ça n'a aucun sens. Donc il y a ce point central là. Donc il y a deux grands enjeux qui sont d'une part l'essaimage et d'autre part l'atteinte et le dépassement d'une taille critique pour chacun des dispositifs. Cette taille critique dépendant évidemment des objectifs. Ce n'est pas la même chose pour un sel ou pour une banque de temps, où l'interconnaissance est importante, et pour le sol ou pour une monnaie de ville en transition, dans laquelle l'important c'est d'abord de toucher un grand nombre d'acteurs, donc d'utilisateurs, d'entreprises, etc., localement.
montre l'émergence de tous ces systèmes depuis une trentaine d'années, c'est plutôt l'évolution vers un usage de monnaies différentes à différents niveaux. C'est-à-dire partant de monnaie à un niveau très local, une monnaie de quartier par exemple, à des niveaux peut-être plus régionaux, à un niveau national, voire zone euro pour nous, voire éventuellement un niveau international. On est plus dans ce cadre-là que dans le cadre d'échanges entre monnaies locales, bien que ça puisse exister dans certains cas. Et donc notamment dans le cas argentin, il y a quelques années, il y avait de vastes réseaux interconnectés où les billets pouvaient être émis dans l'une des associations pour être utilisés dans une autre association affiliée à ce réseau. Mais sauf erreur de ma part, c'est plutôt... enfin, c'est resté isolé comme cas. Il y a quelques banques centrales se sont intéressées positivement à ces monnaies, et en particulier en fait en Amérique latine, avec le cas du Brésil, de l'Équateur, du Venezuela et de l'Uruguay. Ailleurs, l'intérêt a été méfiant, parfois défiant, l'intérêt des banques centrales, j'entends. Un rapport assez important qui a été commandité par la Bundesbank en Allemagne il y a quelques années était destiné à voir si ça ne faisait pas concurrence à l'euro et donc si ça ne pouvait pas poser des problèmes en termes de politique monétaire. Et là, il y a quelque chose d'assez intéressant qui émerge, qui est que la réponse très argumentée du rapporteur a été de dire qu'il y avait effectivement une vaste dynamique de développement de monnaie locale en Allemagne, mais qu'en l'état actuel des choses, ça n'avait pas de signification suffisante, et que par conséquent, ça ne pouvait pas concurrencer l'euro et gêner la politique monétaire. Donc c'est intéressant parce que ça illustre d'une part l'état limité actuellement de l'extension de ces dispositifs, et d'autre part le problème qui se poserait si ces dispositifs s'étendaient. On peut imaginer que la Banque centrale, Bundesbank ou autre, BCE éventuellement, serait plus inquiète. Et donc, que faire? Alors, les cas latino-américains sont intéressants parce qu'ils montrent d'autres voies. Ils montrent des voies plus positives d'intégration, de considération de ces systèmes-là, sachant qu'il ne s'agit pas de les annexer à des politiques publiques, mais plutôt de faire en sorte que ces systèmes puissent se développer de manière sereine, sécurisée, dans un cadre qui est soutenu par les politiques publiques. Par exemple, au Brésil, l'idée c'est que les systèmes de banques communautaires émettent une monnaie locale et font du microcrédit, et tout ça est très positif dans les logiques de politique publique brésilienne, parce que ça participe d'une distribution endogène de microcrédits qu'on aurait du mal à faire autrement, parce que ça participe aussi à la lutte contre la pauvreté dans les quartiers, les favelas brésiliennes. Donc il y a une intégration positive dans les politiques publiques. Et si ces dispositifs s'étendaient en Europe, on pourrait espérer que les banques centrales et les autorités publiques soient centrales aussi, soient plus confiantes et plus envie, disons, de soutenir ces systèmes. C'est-à-dire qu'il y a, par rapport à l'état ou à l'évolution possible du système monétaire et financier, en Europe ou ailleurs, il y a deux risques en fait, qui sont d'une part un risque de dévalorisation forte de la monnaie nationale, et d'autre part un risque d'effondrement, de banqueroute du système bancaire. Les deux n'étant pas tout à fait liés, enfin n'étant pas de même nature. Dans le premier cas, effondrement de la monnaie nationale, les monnaies locales peuvent être effectivement des outils de résilience au moins momentanés. Bon, à voir. Un exemple intéressant, mais qui est très particulier, c'est celui de certains États des États-Unis dans lesquels il y a eu des propositions de créer une monnaie étatique, enfin d'État, en Virginie, dans l'Utah, etc., en cas d'effondrement du dollar.
Il y a eu surtout des propositions jusqu'ici. À ma connaissance, dans l'Utah, une loi a été passée pour le faire, effectivement. Donc il y a ce genre de crainte qui provoque, dans un contexte politique très particulier, parce que c'est poussé par les républicains du Tea Party, il y a des réflexions sur des monnaies locales pour faire face à l'effondrement d'une monnaie nationale. Le deuxième cas, c'est le cas de l'effondrement du système bancaire. Alors, l'exemple qui est pris de manière systématique et à raison, c'est le cas argentin, 2001-2002, problème bancaire sérieux, les banques ferment, ne sont pas en mesure de respecter leurs engagements à l'égard de leurs clients, donc les comptes sont bloqués. Et là, ce qu'on constate, c'est que les gens adhèrent massivement au système de monnaie sociale de l'époque, le trueque. Donc oui, ça peut fournir une certaine capacité de résilience, au moins à court terme. Mais ce que nous enseigne le cas du trueque, c'est qu'il faut faire très attention. Le trueque n'était pas adapté à cet afflux massif de personnes et s'est effondré pour plusieurs raisons, mais notamment une. Tout à l'heure, j'ai parlé de la fausse monnaie. Une autre raison était qu'il n'était pas fait pour. Dans le trueque, l'idée de base, c'est que chaque personne qui achète quelque chose, donc qui consomme en quelque sorte, est aussi producteur. Et donc fournit quelque chose qui permet en fait d'avoir un équilibre dans le système. C'est l'idée de prosommateur. Le problème de 2002, c'est que tout le monde veut adhérer au trueque, surtout pour consommer des biens qu'il serait difficile d'obtenir par ailleurs. Le côté production disparaît. Bon, c'est l'une des raisons de l'effondrement. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous fournit des leçons en cas de problème bancaire en Europe ou ailleurs. C'est que la capacité de résilience permise par des monnaies locales ou autres dépendra surtout de la manière dont elles sont pensées. Donc on ne peut pas imaginer que des selles, par exemple, soient suffisants pour assurer à moyen long terme le quotidien des gens. À mon sens, le bilan est très positif. Si on remonte un an avant, quand on a commencé à imaginer tout ça, on est au-delà de toutes nos attentes. On ne pensait pas qu'autant de monde serait intéressé, qu'autant de monde viendrait, participerait, etc. Il y a la question du nombre de personnes, donc. Alors on a eu au total, au total à peu près 250 personnes sur les 3 jours, sans compter celles qui sont venues pour la conférence ouverte au public du jeudi soir. 250 personnes différentes, j'entends. Le bilan est aussi positif du point de vue, me semble-t-il, de l'interpellation des élus, au sens où l'un des objectifs, en particulier de la journée acteur, était d'interpeller les élus sur les potentialités, sur les intérêts possibles des soutiens de collectivités locales à ces dispositifs, et il me semble que l'appel a été entendu. Et puis, le côté extraordinaire, c'était de voir tous ces gens réunis provenant d'une vingtaine de pays dans le monde, de 5 continents, avec évidemment des différences selon les origines du fait du temps et des frais de transport. Mais ça nous a fourni des points de vue extraordinaires sur tous les dispositifs, ou sur un grand nombre de dispositifs dans le monde. En termes de recherche, puisque c'était surtout mon côté, mon volet, en termes de recherche, le bilan est aussi très positif. Pour être un peu plus précis là-dessus, on a cherché à organiser un colloque scientifique dans les critères habituels des colloques scientifiques, c'est-à-dire avec un appel à communication, un texte qui dit « proposez-nous quelque chose ». Les propositions sont arrivées, on pensait qu'avec 20 ou 30 propositions, on serait bien content. On en a eu plus de 70. Au final, un peu plus de 50 ont été présentées, venant là encore d'un grand nombre de pays du monde, en anglais, en français et en espagnol, ce qui permettait de connecter des communautés qui ne sont pas forcément très connectées par ailleurs. Et donc le bilan de ce point de vue
est très positif. Et maintenant, l'intérêt, c'est de voir comment on va faire pour reproduire ce genre d'événement ailleurs. I got a mind to love you.